Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur Abbott Laboratories? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Abbott Laboratories ici, comme son nom l'indique, ici, nous avons ici une compagnie qui vend des équipements pour le secteur médical. Ok. Donc, vous pouvez aller voir à peu près ce qu'ils vendent ici normalement. Il y en a plusieurs. Donc, à la fin de la journée, c'est le secteur médical et le secteur des équipements. C'est un secteur que j'aime bien, surtout les compagnies qui vendent des appareils avec des consommables ou bien un service de maintenance. Donc, c'est généralement le service qui a le plus de marge parce que vous pouvez vendre un appareil à plusieurs millions de dollars et derrière, si vous avez un service, ça vous garantit des revenus récurrents. Donc, nous avons ici une compagnie qui verse un dividende depuis plus de 25 ans, un dividende croissant. Depuis plus de 25 ans ici, d'accord? Donc, Abbott Laboratories ici a un dividende ici aux alentours de 1,72% en date d'aujourd'hui. Et voilà, donc on va essayer de décider si au prix actuel, on pourrait avoir une opportunité d'investissement. Vous savez généralement ici que moi j'aime étudier la croissance des revenus, la stabilité des marges, ainsi que le niveau d'endettement. Et après ça, on cherche le PE moyen pour essayer de calculer une certaine valeur, pour essayer d'estimer une certaine valeur par rapport à cette compagnie-ci. Le but ici étant de ne pas payer une valeur très très élevée par rapport à un prix très très élevé par rapport au prix actuel, d'accord? Donc, si la valeur est de $100, on ne va pas payer un prix de $150, d'accord? Donc, quand j'arrive ici, en termes de revenus, ici, en termes de croissance des revenus, donc on va le faire directement sur le fast graph rapidement. Donc on voit ici que nous avons une croissance des revenus de plus en plus soutenue. Donc vous voyez ici qu'à peu près sur on est depuis 2021 ici, donc à peu près sur les 20 dernières années ici, on a 9% de croissance. Donc sur les 5 dernières années, nous avons 15% de croissance et sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 8% de croissance. Donc la croissance tend à accélérer sur les dernières années. C'est bien de savoir que la croissance tend à accélérer sur les dernières années, mais il faut savoir, cette croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est des acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique? Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a sans doute eu une acquisition à partir de cette période-ci. Donc, quand je vais regarder ici sur ROIC, donc ici, on va mettre ABT, qui est le sticker symbole de Abbott Laboratories ici. On va juste voir ici en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a au niveau des acquisitions. Donc, on va juste faire CTRL F, on tape acquisition. Alors, acquisition, on clique sur acquisition, on arrive ici. Vous constatez qu'on fait énormément d'acquisitions ici, dont une acquisition en 2017. Donc, il est tout à fait normal quand on arrive ici, on se rend compte qu'en 2017, on a une acquisition par là. Donc, vous commencez à développer ce genre d'automatisme-là quand vous lisez de plus en plus les rapports financiers, quand vous regardez les graphiques. Vous pouvez directement voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a une compagnie de croissance. La croissance est, voilà, il n'y a pas de grosses variations comme ça. On a une croissance plutôt dans ce sens-ci. D'accord? Donc, ici, pour cette compagnie, on a une croissance, qu'elle soit organique, qu'elle soit externe, c'est de la croissance. Mais attention, il faut toujours questionner la croissance externe. D'accord? On ne va pas se retrouver dans une situation à la Atos parce qu'il est très facile de générer la croissance externe. Je peux faire l'acquisition de tout et n'importe quoi. Donc, si je fais l'acquisition, par exemple, si je suis dans Abbott et que je vends du matériel médical et je commence à faire l'acquisition de compagnies qui vendent des livres ici, posez-vous les bonnes questions. Ok? Ou bien je fais l'acquisition de compagnies dans lesquelles il n'y a aucun, voilà, ou dans lesquelles vous sentez vous-même que l'entreprise est en train d'aller au-delà de son domaine d'expertise. Ok? Donc, quand on arrive ici au niveau des revenus, on sait que la croissance des revenus est aux alentours, ici, sur les dernières années, on a 15%. En moyenne, ici, sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années, on a une croissance de 8% par là. Donc, on peut se dire, voilà, avec une assez bonne marge de confiance, qu'on peut avoir 5% en termes de revenus. Mais attention, 5% en termes de revenus sur les 5 prochaines années, ça ne veut pas dire qu'on va prendre 5%, on va se coucher. Non, il faut aller regarder quelle est la stratégie du management, quelle est la taille du marché, qui sont les compétiteurs, pourquoi est-ce que le management pense qu'on aura X% de croissance, ok? Alors, quand on arrive ici au niveau des... Quand on arrive, on a pris le revenu ici, donc en termes de revenus ici, voilà, 5% de croissance, on va le garder comme ça. Donc, vu qu'on a l'outil Fast Graph, ici on vous donne les informations concernant à peu près les bénéfices, les free cash flow par action, pas les free cash flow, on peut mettre ici en termes de free cash flow parce que j'ai une préférence pour les free cash flow ici. Donc on aura à peu près des free cash flow par action de $5,39 ici, d'accord? Vous pouvez voir qu'il y a des zigzags au niveau des free cash flow, mais ça peut s'expliquer ici. Donc vous comparez toujours les free cash flow par rapport aux bénéfices nets ici. Et vous voyez que les bénéfices nets ici ont tendance à être plus stables, c'est-à-dire que les free cash flow, que ça prend vraiment en considération, peut-être qu'ici on a une variation au niveau des fonds du roulement, etc. Ça peut affecter temporairement les free cash flow. Donc il faut toujours prendre en comparaison les deux, d'accord? Parce que généralement, le free cash flow est une preuve du bénéfice net. Donc, le bénéfice net ici, quand vous avez des bénéfices nets de $100, vous devez avoir des free cash flow d'au moins $100 ou plus. OK? Donc,
quand j'arrive ici au niveau des free, on a ici à peu près 5,14$ en termes de d'ici 2024, d'accord? Donc pour les bénéfices nets, en termes de free cash flow ici, on a 5,39$, ok? Donc on va prendre 5,39$. Les free cash flow ont l'habitude d'être plus élevés sur cette compagnie ici. On va prendre 5,39$, d'accord? Donc les PER, j'en mets ici, voilà, par rapport au free cash flow, on a l'habitude de payer aux alentours de 20 fois les bénéfices. Parfois on a 25 fois les bénéfices par là. Donc je vais prendre 20 fois les bénéfices pour me protéger, ok? Donc si je prends une compagnie ici qui, selon les analystes, pourrait avoir 5,39$ en termes de bénéfices nets d'ici 2024. Attention les analystes, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison par rapport à leurs prévisions sur cette compagnie? Non, il y a plus de rouge que de jaune et de vert ici, d'accord? Donc, il faut prendre cela avec des pincettes. OK? Il faut prendre ces prévisions d'analystes avec des pincettes. Donc, Abbott Laboratories, ici, c'est une compagnie qui est en croissance. OK? On pourrait se dire qu'il y a de bonnes chances que ce soit le cas. Peut-être que ça ne sera pas en 2024, peut-être que ça sera plus que 2024. Mais déjà, est-ce qu'on a de bonnes chances d'atteindre au moins 5$ en termes de bénéfices nets de free cash flow ici? C'est tout à fait possible. En tout cas, la probabilité est élevée par rapport à ça. Donc, pour me protéger, bon, entre parenthèses, je prends 5,14$ ici, pour faire simple. OK? Je prends 5,14$. On prend 5,14. Multiplié ici par combien? 20 fois les bénéfices. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, le PER moyen est de 30, sur une longue période de temps, c'est 30 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on a des PER de combien? Donc, on va le prendre ici sur les 5 dernières années. Ils ont des PER de combien? D'à peu près de 25 fois les bénéfices ici. Donc, quand on prend ici une période de 10 ans, alors sur 10 ans, on a des PER de combien? Alors, on a des PER 23 fois les bénéfices. Donc, entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK. Alors, je prends 20 fois les bénéfices d'abord, premièrement. D'accord, on va prendre 20 fois les bénéfices. Donc, ici, à 20 fois les bénéfices, on va aller là. 20x bénéfices. D'accord, bénéf. Donc, j'ai une façon d'écrire généralement. Ça sort comme ça sort. Hein. D'accord, donc 20 fois les bénéfices ici. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, premièrement, j'ai 5,14$. OK, je le fais directement sur le fast graph ici. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la chaîne, vous savez qu'on a une manière particulière de le faire ici. Donc, 20 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle, d'accord? On vient ici, Fund Draft, je vais chercher la dette nette ici en date d'aujourd'hui sur le dernier trimestre, d'accord? Donc ici, sur le dernier trimestre, donc quarterly, donc c'est la partie en orange ici. Donc ici, la dette nette ici aux alentours de 5$ par action, d'accord? 5,05. Donc, elle n'a pas une énorme dette, donc moins 5,05. On arrive ici à une valorisation de 98$ par action. Entre 98$ et 109$ ici, on va se dire que l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. D'accord? Correctement évaluée au prix actuel. D'accord? Donc, ça prend en considération une légère croissance. Mais quand on regarde bien ici, on arrive à peu près au même niveau de marge de revenus qu'on a, de marge de bénéfices par action qu'on a à peu près en date d'aujourd'hui. Donc, il y aura une réduction par rapport à l'année prochaine. Et par rapport à 2022, on aura des revenus moins élevés que ce qu'on a eu en 2021. Et d'accord? Et encore moins que ce qu'on a eu en 2022. Donc, les revenus vont tendre à décroître ici, d'accord, à prendre avec des pincettes, parce que vous pouvez également voir que la variation des revenus est tout simplement énorme. Entre 2020 et 2021, on a près de 43% de croissance. Une compagnie ne croît pas aussi rapidement s'il n'y a peut-être pas un produit spécial. Peut-être qu'elle a bénéficié du Covid, il faut voir ce qu'elle vend en termes de produits ici. Faites très attention. Donc, moi, ici, je dirais que la valeur de cette entreprise est aux alentours de 100$ à l'action par là. Mais ça, c'est à 20 fois les bénéfices. D'accord? Si je le prends à 25 fois les bénéfices ici, 25 fois multiplié par 5,14 ici, ça fait ici 128$, moins à peu près 5$ ici par action, on va faire simple. 5$ par action ici par rapport à la dette nette. On est à 123$ à l'action, 124. OK? La raison pour laquelle je ne prends pas 124$, c'est parce que les taux d'intérêt qui augmentent, les multiples vont tendre à diminuer. Donc, ça ne sert à rien que je me situe à 125$ si la valorisation, si je prends à 20 fois les bénéfices, on est à 100$, d'accord? Donc, c'est que 100 pour 20 fois les bénéfices, d'accord? 100$ l'action par là, donc on va faire 100$ pour arrondir, 100$ l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 25x ici, ça sera aux alentours de 124$ l'action, on arrondit, ok? Idéalement, si vous voulez acheter cette compagnie-ci, nous on garde toujours, je vais toujours acheter une compagnie. Comment je vais acheter une compagnie ici? Je vais prendre en considération ici, là, comment on appelle ça? Ma marge de sécurité est toujours de 50%. Ça, c'est personnel. Parce que mon but est de battre le marché. Ce n'est pas de faire aussi bien que le marché. Sinon, j'achète un ETF. OK? Donc, ici, soit mon prix d'achat sera entre 50 et 60$. Ça, c'est le mien. Il est personnel. Je ne vous dis pas que c'est 100$. Je vous dis déjà, la seule chose que vous devez retenir, c'est que le prix actuel est correct. Donc, pour quelqu'un qui fait un DCA dessus, vous ne payez pas chèrement ici. Mais pour quelqu'un qui a acheté l'action ici aux alentours de 140$, je pense que tu as un peu légèrement payé un tout petit peu plus cher. OK? Donc, vous savez ce que ça inclut.
À 125, c'est des multiples de 25 fois les bénéfices. À 100 dollars, c'est un multiple de 20 fois les bénéfices, tout en sachant que les marges actuelles restent stables. Ok, les revenus actuels restent stables. Et sachez également pourquoi est-ce que le revenu, il faut également savoir pourquoi est-ce que le revenu a augmenté en 2021. Ce sont des choses que vous devez aller regarder. Ok, donc on ne se limite pas juste aux chiffres, on creuse également. Est-ce que le dividende également est safe? En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui verse à peu près un dividende de log à peu près de 1%, 1,72% ici, 1,81$. D'accord, ce qui représente 1,81$. Si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow ou bien des bénéfices nets ici en termes de rendement de dividendes, ici vous aurez un rendement d'à peu près 4,65%. Vous savez que nous, à Top Invest, on recharge généralement 10%. D'accord, ou bien quelque chose qui se rapproche de 10% sans prendre en considération la croissance. C'est vrai que je n'ai pas pris en considération la croissance ici qui est aux alentours de 9% et plus. Et ce n'est pas parce que le revenu est croissant de 9% qu'on a des bénéfices croissants de 9%. On pourra avoir des bénéfices croissants de plus de 9% parce que les marges peuvent augmenter. D'accord? Donc, il faut aller regarder ça ici. Mais déjà, conclusion, l'entreprise au prix actuel a un prix correct. D'accord? Le prix est tout simplement correct. Vous ne surpayez pas, mais vous savez également ce que ça inclut. Idéalement, je vous ai donné mon prix d'achat et maintenant, c'est à vous de voir si cette compagnie vous intéresse ou pas. D'accord? Moi, ici, je vais me limiter là et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Abbott Laboratories mérite être dans n'importe quelle watchlist. C'est une compagnie de qualité. D'accord? Donc, on se dit à bientôt sur la prochaine vidéo. Merci.